Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est qui en pôle, épisode 182. Au programme aujourd'hui, eh bien, c'est la rentrée dans la compétition avec le test shakedown MotoGP à Sepang qui vient de se terminer, mais aussi le test officiel. Au moment où on enregistre également, qui vient de commencer, les tests Moto 2 et Moto 3 à Portimao, ce qui lance donc pour nous la saison 2025 du mondial MotoGP. Avec moi pour m'accompagner sur cet épisode spécial Moto E, Moto 3, Moto 2, j'accueille Thibaut. Salut Thibaut, comment tu vas ? Salut Pierre, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien, prêt à repartir pour une nouvelle saison. Ouais. Et ben en fait, je sais pas pour toi, mais moi j'ai hâte que ça reprenne, mais au vu du calendrier qu'on va détailler tout de suite, je suis déjà fatigué du nombre de courses. Ouais, c'est un peu ça en fait. La trêve au final est passée assez vite, de 2 mois et demi, mais c'est sympa de revoir les motos rouler un peu. Là on a vu quelques images, les pilotes là, un peu présentés en Thaïlande et tout, c'est sympa. Et puis bah ça redémarre très vite. Pour la première fois on démarre quand même fin février, le 28 février. Ouais. Première course. Donc ouais, une saison encore qui va être assez longue. Ouais, exactement. C'est vrai que normalement février, j'ai l'habitude que ce soit le retour du Superbike en Australie, d'ailleurs, qui a aussi lieu toujours en même date cette année, mais que le MotoGP c'est 3 semaines plus tard, et là effectivement c'est à peu près en même temps. Alors, on va détailler le calendrier. Donc, on va commencer la saison exceptionnellement en Thaïlande pour cette année et d'ailleurs l'année prochaine. On a 22 dates prévues pour 44 courses au total. On a le retour de Brno en République tchèque sous condition de resurfaçage du circuit. À noter aussi l'Argentine de nouveau prévue, mais on peut se poser la question du financement, pour la raison pour laquelle c'était annulé l'année dernière. On a un nouveau Grand Prix annoncé en Hongrie au Balaton Park, mais qui nécessite des travaux d'homologation. Le World SBK, lui, il passe un mois avant le MotoGP, donc je crois que c'est juillet pour World SBK, août pour MotoGP. Et à noter, on a 6 back-to-back, donc des courses qui ont lieu en se suivant, 2 week-ends de suite, mais aucun back-to-back-to-back. Dieu merci, parce qu'on en avait eu 3 l'année dernière, je crois, et c'était assez fatigant. Ouais, bah comme tu dis, là, 22 dates. Tu parles de l'Argentine, de la Hongrie, de la République tchèque. Comme c'est parti, on va avoir 20 GP. Ouais, moi je pensais la même chose. Ouais. Lesquels vont être annulés en fait, c'est un peu ça. C'est un peu méchant, mais l'Argentine, j'ai du mal, on n'en entend plus du tout parler. Ouais. Le Grand Prix est le 14 mars. Ouais, on verra bien. Après, bah Brno, le resurfaçage. On est courant février, ils n'ont toujours rien fait, enfin on n'a pas de nouvelles pour le mois de juillet, c'est assez inquiétant quand même. Et puis la Hongrie, c'est peut-être le plus avancé, donc à voir. Mais en tout cas, cette année on n'a pas de Kazakhstan, on n'a pas la Finlande, on a déjà enlevé ça. Exactement, ouais. RIP Kazakhstan. C'est vrai que la Hongrie, depuis quelques années, ils investissent massivement dans les sports mécaniques. On pense à la F1 aussi, au Hungaroring, qui devrait se passer aussi. Donc, c'est quelque chose où ils investissent. On n'a pas l'Inde aussi au calendrier. Tu parlais de l'Argentine et du Kazakhstan, mais on a perdu aussi l'Inde cette année. L'Inde, on a fait une course et je pense que on va pas y retourner de sitôt. Ouais, c'est dommage parce que le Grand Prix était pas mal en plus. Le Grand Prix et même les retours des journalistes et des pilotes sur place étaient bons. Donc, ouais, après, j'ai l'impression qu'ils savent que c'était un peu l'organisation un peu compliquée. Donc, il y a certains pays comme ça, ils ne sont pas forcément habitués à accueillir de gros événements de cette ampleur et ça nécessite effectivement un peu d'expérience. Peut-être que Claude Michy devrait exporter son organisation au millimètre. Ouais, sinon on peut dire peut-être dans le calendrier, on a le Silverstone au mois de mai, le 23 mai, 2 semaines après le Grand Prix de France. Donc, c'était quand même plus tard dans la saison.
Ouais. On a une inversion entre Aragon et Catalogne. Donc Aragon qui est début juin et Catalogne début septembre. Voilà, sinon après, bon, on a un peu le même calendrier qu'habituellement avec l'Italie, les Pays-Bas au mois de juin, l'Allemagne en juillet, Saint-Marin courant septembre, puis après la tournée Asie avec le Japon, l'Indonésie, l'Australie, la Malaisie, et on terminera avec le Portugal et Valença. Ok, bah écoute, on peut aussi parler du calendrier Moto-E. Donc cette année, toujours prévu sur 7 dates et 14 courses, donc 2 courses par week-end. Malheureusement, bah, on parlait de la Hongrie tout à l'heure, donc il y a une date sur la Hongrie, donc si ça n'a pas lieu, bah forcément ça fera 2 courses en moins pour la catégorie Moto-E. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, le calendrier, cette date, donc la France début mai, bon bah c'est bien pour les personnes qui seront sur place, ça fait toujours 2 courses de plus. Après, on est à Assen fin juin, donc là on a 1 mois et demi sans course. Après l'Autriche qui est mi-août, donc encore 1 mois et demi. La Hongrie une semaine plus tard, et Catalogne début septembre, Saint-Marin, et après on termine avec le Portugal fin novembre. Donc en fait la saison ça commence le 9 mai, ça se termine le 8 novembre. Mais tu n'as que 7 week-ends, donc c'est vrai que pour les pilotes, ça doit quand même pas être facile. Ouais, je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas certains circuits, genre Silverstone, typiquement, c'est un énorme circuit, ils ont même 2 paddocks, enfin, il y a de la place pour les accueillir, parce que je comprends que des fois, c'est un peu limite. Mais ouais, bon, bah, c'est comme ça. Et bah, en espérant que ça tienne aussi, ouais, sur les dates, parce que ça va être un peu compliqué sinon s'il y a une date qui saute comme la Hongrie, comme je disais précédemment. Tu peux nous introduire peut-être les petits changements de règlement qui ont été annoncés en tout cas pour 2025 sur les différentes catégories? Ouais, donc au MotoGP, alors les développements des moteurs seront figés à partir du premier Grand Prix donc 2025 et jusqu'à fin 2026, donc pour les 2 saisons. Attention à ne pas se rater quand même pour les équipes. Alors ça, bien entendu, ça ne concerne pas les constructeurs concessions de Randé, donc Yamaha et Honda, comme la saison dernière. Mais par exemple, un Aprilia là, qui a eu pendant les essais de Sepang les blessures de Raúl Fernandez et de Jorge Martin, pour eux, c'est difficile quand même. Là, il va falloir faire un choix et il te manque 2 pilotes sur 4. Et les deux pilotes avec le plus d'expérience. Donc bon courage à Yogura, même si je pense que c'est plutôt Lorenzo Savadori qui va prendre, qui aura peut-être la décision un peu finale. C'est vrai. Après, en Moto 2, Moto 3, donc changement de mode de qualification des séances d'essai. Donc en fait, on se met comme sur les MotoGP. Donc les séances d'essai le vendredi matin. Ensuite, une Q0 en quelque sorte le vendredi après-midi. Et puis après, bah, les séances habituelles Q1, Q2 le samedi. Donc tout ça, soi-disant, c'est pour que les pilotes s'habituent au passage en MotoGP si besoin. Bon, ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi, si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. J'aimais bien quand les séances d'essai libre, les 3 comptent pour la qualif, en sachant que bah, des fois les conditions n'étaient pas les mêmes en termes de température ou de météo, donc ça pouvait jouer suivant les stratégies. Tout concentrer sur le vendredi, pour moi, c'est surtout une stratégie marketing. Hein. C'est pour vraiment attirer déjà des gens au circuit ou devant leur télé le vendredi pour regarder la FP2 qui est quasiment déjà qualificative et déterminante pour le reste du week-end. Ouais, Après, moi, ça m'inquiète aussi dans le sens où on sait que surtout en Moto 3, les pilotes se cherchent des roues. Après, si on en reparlera après sur la direction de course, mais s'ils changent un peu les sanctions, peut-être que ça se passera autrement, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, je trouve. Les pilotes qui se suivent, et ils ont encore moins de séances pour le faire, et ça sera peut-être encore plus dangereux. Enfin, tu vois le truc, quoi. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur les conditions de piste quand il y a de la pluie, tout ça. Enfin, pour moi, c'était bien 3 séances et je pense la même chose pour les MotoGP. Hein. Oui. Même si après pour les MotoGP, on peut comprendre avec la course sprint dorénavant le samedi après-midi.
Mais là, pour Moto 2, Moto 3, bon, je vois pas trop l'intérêt. Et puis surtout, on risque encore d'avoir, comme on voit tout le temps, des pilotes là, qui s'arrêtent en plein milieu de la piste, enfin des pénalités dans tous les sens. Enfin, ouais, on verra. On verra ce que ça va donner lors des premières courses. À part ça, donc on a aussi le plafond des prix de châssis des moteurs et des moteurs Moto 3 qui a été ajusté. Un gel aussi des spécifications en Moto 3. En Moto 2, les constructeurs qui bénéficient de concessions obtiendront également davantage de journées d'essai. Et pour éviter les problèmes de points morts inopinés entre la deuxième et la première vitesse, les Moto 2 seront équipés d'un bouton au guidon à actionner pour trouver le neutre sur la boîte de vitesse. Alors ça, je sais pas ce que t'en penses. Bah ça, c'est typiquement ce qui est arrivé à Aldegar l'année dernière, je crois que c'était en Thaïlande. C'est pas le seul, mais là c'était le plus marquant parce que c'est un pilote qui est regardé pour ses performances et son irrégularité. Il avait bien, il avait tapé fort Arbolino, donc... Non, bah, tant mieux. Je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, il n'y aura plus de tomber sur le neutre entre la 2 et la 1. Tant mieux, tout simplement. Rien à redire spécifiquement sur ça. Par rapport au reste, bon, les concessions, les châssis moteurs en Moto 3. Par rapport au Moto 3, ouais, je me demande si ça annonce pas un changement important dans la catégorie ou si c'est lié aux difficultés de KTM financières. Oui, bah justement, là, on n'en a pas parlé, mais en effet, KTM, financièrement, va quand même très très mal. Pour le moment, il reste jusqu'à fin 2026, et notamment en MotoGP, avec Tech 3, ils ont annoncé ça. Mais bon, on peut quand même se poser des questions. Pour les Moto 3, on peut se poser des questions pour la Red Bull Rookies Cup. Ouais, ça risque d'avoir des prochaines semaines quand même assez intenses pour la Dorna. Si tu perds KTM en Moto 3, et même dans les formules de promotion, ça peut quand même faire très très mal à la catégorie. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, KTM a annoncé cette année, alors peut-être pas pour Ayo, parce que Ayo c'est quand même le team officiel, mais que tous les teams qui utilisent KTM devraient s'autofinancer, en tout cas payer les allocations des motos à 100%. Il n'y a plus de question de prix au rabais ou d'autofinancement, d'aide au financement, etc. via des sponsorings divers. Donc, bon, c'est tant mieux quelque part parce que ça faussera peut-être un peu moins la catégorie, j'ai envie de dire, même si on doit rester compétitif. Mais d'un autre côté, ça peut être dur pour certains teams qui font déjà, on sait, payer des pilotes pour rouler, etc. Donc, à voir. Par contre, je te rejoins totalement sur aujourd'hui, Moto 3 particulièrement, et la Rookies Cup et d'autres. C'est des catégories qui vivent sous perfusion KTM. Ça, il faut en être assez conscient. Et demain, si ça disparaît, on risque quand même d'avoir un énorme trou en championnat du monde et dans les catégories de promotion qu'on mettra sans doute plusieurs années à combler. Et c'est pas simple à gérer, je pense, pour la Dorna non plus. Ouais, même si après, moi, j'essaie de me dire, en Red Bull Rookies Cup, par exemple, ils ont déjà les motos, ils peuvent rester avec ces motos-là pendant 3-4 ans. Même si tu n'as pas d'évolution, enfin, tu as déjà les motos, les pièces. Ouais, il faudrait avoir les pièces. Imagine, KTM fait faillite ou... Maintenant, voilà, c'est ça. Arrête de produire tous les soupapes, les cylindres, les machins, tu peux même plus refaire un moteur, quoi. Ouais. C'est un peu le risque quand même, mais enfin, je pense vraiment que les 2-3 prochaines années, tu peux encore... tu crains pas grand-chose, mais c'est plus un peu dans le futur. Mais bon, après, on sait aussi que d'autres... on pourrait très bien voir d'autres constructeurs qui décident d'investir. Ouais, bah il y avait déjà la rumeur de Moto 3 qui changerait de cylindrée par rapport au fait que le Moto 2 il y a quelques années a changé de cylindrée, a augmenté de cylindrée, et c'était revenu un peu il y a quelques années comme des rumeurs. Potentiellement le Moto 3 sortirait du prototype unique, enfin pas unique mais du formule prototype, on va dire, avec des moteurs construit par Honda et KTM, et plutôt pour une formule moteur de série, un peu comme en Moto 2, et châssis libre, voilà.
Et il y avait des rumeurs sur du 400cc comme fait du Kawasaki ou du Yamaha ou dans les petites catégories en production production de série. Et ça pourrait arriver peut-être plus vite que prévu, ce genre de choses aussi. En effet. Sinon, à part ça, on a Simon Craffard qui remplace Freddie Spencer à la tête de la direction de course. Ça, c'est quand même un gros changement, parce que Spencer est quand même a été énormément critiqué pendant des années. Oui. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va avoir plus de transparence, de communication? Est-ce que les pénalités seront un peu plus claires, un peu plus cohérentes sur toutes les sanctions qu'on peut avoir tout au long des courses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'est une très bonne nouvelle de faire du changement. Simon Craffard, c'est une personne que j'apprécie. Ça fait plusieurs années qu'il est dans la pit lane à interroger les pilotes et les team managers et à expliquer les choses en direct sur MotoGP.com. Donc il faut être un peu anglophone, mais je trouve c'est un très bon pédagogue. Souvent, il a raison. Et il voit des trucs qui se passent et un peu en avance et voilà. Et je trouve qu'il est toujours très mesuré. Bon, après, c'était son rôle de journaliste, peut-être un peu inside, dans pondéré. Et il savait bien expliquer les choses. Après, dans la direction de course, on sait que c'est pas le même rôle, qu'il n'aura pas le même employeur. Moi, j'espère qu'il va rester dans la pédagogie, justement. Expliquer, et pas qu'au pilote, et pas qu'au team manager, pourquoi il a pris une sanction. Savoir aussi expliquer au public. Et du coup, après, appliquer une sorte de cohérence envers les sanctions ou savoir expliquer pourquoi tel pilote on va sanctionner à tel Grand Prix et pas l'autre, même si au premier abord, on peut penser que c'est la même chose. Pour moi, c'est là le vrai problème. C'est pas tant les sanctions que Spencer et ses collègues appliquaient, c'était vraiment les explications, on les avait pas. Donc après, forcément, il y a de la frustration et on peut se dire que c'est pas cohérent, quoi. Ouais, alors moi je pense que ça peut être très bien ce changement parce que Craffard interviewe tous les pilotes depuis plusieurs saisons, donc il connaît les pilotes, alors que Spencer, malgré tout, il était déjà travaillait à la Dorna, donc les pilotes avaient beaucoup moins d'échanges avec lui. Donc je me dis que les pilotes seront peut-être un peu plus conciliants avec Craffard qu'avec Spencer, au moins pour la première partie de saison. On aura déjà moins de critiques, je pense, en début de saison. Et maintenant, est-ce que Craffard va vraiment pouvoir décider, lui, des sanctions? Est-ce qu'il ne va pas être mis un peu sous pression par la Dorna et donc continuer comme on a depuis 2-3 saisons? Ça, je ne sais pas. Donc, mais je suis d'accord avec toi pour le changement, c'est bien. C'est bien de changer parce que Spencer, honnêtement, je pense que tout n'était pas de sa faute. Mais aujourd'hui, son discours, en fait, n'était plus entendable. C'est un peu malheureusement, c'est un peu ce qu'on peut voir aussi en politique ou dans n'importe quel sport avec l'entraîneur qui enchaîne les défaites. Au bout d'un moment, voilà, il n'est pas que fautif, mais le discours passe plus. Donc, Spencer, c'était un peu ça. Ouais, je suis totalement d'accord. En gros, il s'était grillé, sa réputation était faite et il pouvait plus en changer, plus départir de ce rôle. Et quoi qu'il fasse, il sera critiqué. Donc voilà, même pour que quelqu'un comme Zarco ils disent que c'est un idiot, voilà, qu'il a pas sa place. Zarco, c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, mais qui pour autant reste un homme pondéré, donc il va pas dire ça, dans le vide, quoi. On est d'accord. Hein, Zarco, bon, il nous fait un peu rire comme ça, il dit vraiment ce qu'il pense, mais il n'est pas là non plus pour critiquer tout le temps. Donc c'est quand même. Il fallait du changement de toute façon. Ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans qu'on le disait. Voilà. Tant pis, Spencer paye un peu pour tout, mais on devait changer. Totalement d'accord. Et ben voilà, on a fait le tour des petites nouvelles et du calendrier. On peut passer du coup à la catégorie préférée de nos auditeurs, j'en suis sûr. Le Moto-E qu'on essaiera de suivre encore cette année, désolé. On va essayer de suivre plus ou moins parce que bon. Ouais, c'est pas toujours simple ou passionnant, j'avoue. Bon, c'est comme ça. Moi, je trouve que ça reste une catégorie souvent intéressante. En tout cas, le titre était intéressant l'année dernière. Cette année, en 2025, donc pour le Moto-E, on a plusieurs rookies. Donc, on a Lorenzo Baldassari,
qu'on connaît bien, parce qu'il a fait à peu près toutes les catégories existantes. On reviendra là-dessus plus tard. Alors, excusez ma prononciation, on aura le Roumain Jacopo Oswich qui va rouler pour MSI. Luca Bernardi, le Saint-Marin, on dit, qui va rouler pour le Team Aruba, avec Tommaso Occhi, un Italien qui va rouler par le 658, aussi avec coéquipier Raffaello Fusco, et Tibor Eric Varga, un Hongrois qui va rouler pour Sniper's Team. Donc ça, c'est pour les entrants. Et on va garder certains piliers de la catégorie. Donc le champion en titre Hector Garzo qui va aussi porter le numéro 1 cette saison. On a l'habituel Maria Herrera, on a Matteo Ferrari, ancien champion du monde, Nicola Spinelli qui va cette fois rouler pour Sniper Team et non plus pour Tech 3 cette année. Mattia Casaiti, Eric Granado, Alexandro Zaccone pour les plus connus, Jordi Torres, Oscar Gutiérrez. Voilà un peu la grille. En départ, donc on a Chase Davis, Armando Portone, Kevin Manfredi, Roccoli, Ponce et Tulovic qui quittent la catégorie. Donc j'ai noté en point intéressant donc Hector Garzo qui prend le numéro 1, je l'ai dit, et qui remet son titre en jeu. Avec tous les prétendants de 2024 qui restent là, donc Casadei, Gutiérrez, Zanoni et Granado. Un petit commentaire à faire sur le titre cette année Ouais, bah écoute, alors déjà, comme tu dis, les rookies, Baldassari qui arrive, Baldassari quand même, qui en Moto 2 à une époque était un prétendant pour aller en MotoGP en 2018. À l'époque, c'était soit Quartararo, soit Baldassari qui devait aller chez Yamaha. Bon, bah Baldassari a fini ensuite en Supersport. En Superbike, c'était une catastrophe. Maintenant, il est en Moto I. Vraiment, la carrière, il est en train de couler complet, alors que c'est un très bon pilote. Si on voit qu'en 3-4 saisons, un pilote peut complètement disparaître. Ensuite, on a Luca Bernardi aussi de Saint-Marin, qui a roulé plusieurs saisons aussi en Supersport. Qui était un bon pilote aussi quand il est arrivé. C'était une bonne surprise quand il est arrivé. Et lui, pareil, il a un peu stagné, puis il n'avait plus de guidon. Et ensuite, tu disais, le Roumain Jacopo Osciuc, l'Italien Tommaso Occhi, le Hongrois Tibor Varga, un autre Italien Raffaele Fusco. Honnêtement, on les connaît pas du tout. On ne sait pas trop d'où ils sortent. Ouais, à voir. Mais c'est vrai que sinon, pour le titre, que ce soit Garzo, Ferrari, Spinelli, Casadei, Granado, Zaccone, enfin, on a vu aussi un Jordi Torres, Oscar Gutiérrez qui l'an dernier jouait aussi un moment le classement général. Enfin, on peut quand même avoir une belle saison et c'est quand même très ouvert. On n'a pas un pilote ou deux pilotes qui seront largement dessus normalement. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis à noter aussi, je viens de m'en apercevoir, l'équipe Tech 3 qui disparaît, qui n'est plus là. On parlait de Spinelli, Casadei qui l'an dernier était chez eux et ouais, ils sont plus là. Ouais, les places bougent. Peut-être que c'est une conséquence du retrait en demi-temps de KTM, enfin des difficultés financières. Ouais, alors après on a surtout l'équipe MSI qui arrive, il me semble, qui était pas là. Et puis après, c'est vrai que Tech 3 était là depuis le début. Ils étaient là aussi depuis le début parce que bon, fallait des équipes au début lors de la première saison, donc on avait demandé un peu aux équipes MotoGP de venir. Puis voilà, mais après, c'est vrai que les résultats de Tech 3 ont été certaines courses étaient pas mal, notamment en début de saison dernière. Oui. Mais bon, ils n'ont pas non plus remporté de titre. C'était quand même assez difficile pour eux toutes ces saisons. Ouais, je suis d'accord. Maria Herrera, un petit commentaire? Ouais, Maria Herrera toujours là. Elle sera aussi en championnat du monde féminin. Donc tout à l'heure, on parlait des dates où on avait que 7 dates. Bon, elle va doubler les championnats. Donc à voir aussi s'il n'y a pas de doublon. Je pense pas. Enfin, j'espère pas. On pourrait avoir aussi un Bernardi qui pourrait aller en Supersport. Enfin, voilà. Pour Maria Herrera, Moto E, je sais pas si vraiment c'est une bonne idée de continuer. Parce qu'elle a quand même pas mal de galères ces dernières saisons. Mais bon, après aussi en championnat féminin, on a vu, c'était assez facile pour elle. Enfin, elle avait quand même assez bien dominé la saison avec
avec Carrasco notamment. Donc bon, ouais, Herrera toujours là. Ouais, je te rejoins, j'avoue, j'ai du mal à comprendre parce qu'en moto E, elle a pas le niveau, ou en tout cas la moto lui convient pas, on peut dire ça comme ça. Mais depuis longtemps, ça fait. Elle est pas là depuis la première année, mais ça fait au moins 4 saisons qu'elle est là. Je crois qu'elle était là en première année. Hein. Et après, et honnêtement pour elle, enfin, le poids de la moto, ça doit quand même pas être facile parce qu'elle est pas très grande, pas très lourde. Ouais. Donc ouais, c'est quand même pas facile à mener. Maintenant, est-ce qu'elle est toujours là parce qu'elle est dans l'équipe Forward? Après, c'est les sponsors peut-être qui lui demandent aussi d'être là. Comme ça, elle fait le championnat féminin plus Moto E, comme ça on parle un peu d'elle, on parle de l'équipe. Je sais pas trop. Je te rejoins. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, mon petit favori cette année, si je devais en choisir un, je mettrais une pièce sur... J'aimerais bien voir Granado revenir. Il y a 3 ans, il avait joué le titre jusqu'à la fin. Et puis avec l'arrivée du Ducati, il a eu plus de mal. L'année dernière, il s'est reblessé. Ça a été compliqué. Ouais, une petite pièce sur Granado. J'aimerais bien qu'il revienne devant. Ouais, alors moi je verrais bien comme toi Granado, Garceau. De toute façon les deux et aussi ils ont déjà roulé en Moto 2, enfin ils ont déjà roulé dans d'autres championnats à bon niveau. Ils connaissent la catégorie, ils connaissent donc cette moto. Donc logiquement ils devraient jouer devant. On croise les doigts. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette catégorie? On a parlé des départs des pilotes qui partent. J'ai juste cité. Je sais pas. Ouais, t'as juste cité Chase Davis qui vu sa saison dernière, ce n'est pas une surprise de le voir partir. Non. Mais et puis honnêtement, tant mieux pour lui, parce que quand on a connu le pilote en Supersport, en Superbike, et là on voit 17ème Moto E, bon, ça fait plus mal au cœur qu'autre chose. Ouais, je reste persuadé que c'était l'introduction du team Aruba. Ouais. Il roule pour eux, il travaille pour eux aussi en tant que coach de bord de piste pour Ducati et pour Aruba en championnat du monde. Donc je pense qu'il y avait un deal pour faire un peu de pub au team qui arrive en Moto E. Clairement, il était en dessous des performances attendues et puis ça s'arrête là, mais décevant, ouais. Je suis plus de... Voilà, voir un Tulovic partir, il me semble que pareil, c'est un peu... Par contre, lui, c'était plutôt... Ouais, il était pas trop mal hein. Sur certaines courses. Bon, c'était blessé assez gravement en Italie, il me semble. Il avait une grosse chute. Ouais, donc, bon, après, de toute façon, dans cette catégorie, je pense que ce sont des sponsors. Hein. Si tu amènes des sponsors, tu roules. Voilà, après, Tulovic, il a dû faire 3 ou 4 saisons en Moto E. Pourquoi au final? Est-ce que derrière, tu amènes peut-être beaucoup de sponsors pour peu de retombées? Donc on a peut-être ça aussi qui font que les pilotes ne veulent plus rouler dans cette catégorie. Ouais. On est d'accord. Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette catégorie électrique. On peut passer au cœur du sujet avec la petite catégorie, j'ai nommé le Moto 3. Ça va être le gros morceau, je pense, de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Moto 3? Déjà, on peut citer les rookies. Donc, il y a 8 rookies, pardon, parce qu'il y en a un qui s'est annoncé il n'y a pas longtemps. 8 rookies en 2025. Donc, pour comparaison, il y en avait 9 en 2024, 6 en 2023 et 11 en 2022. Donc, on est sur une bonne cuvée moyenne de rookies. On peut citer Eddie Oshii, donc l'anglais, qui vient tout juste, qui a 18 ans, qui aura 19 ans cette année, qui va rouler pour M-Lav Racing. Un petit point sur son palmarès, peut-être. Ouais, donc il était en Red Bull Rookies Cup en 2021-2023. Il a plutôt progressé. Il est lors de sa première saison. Après, en 2023, en 2022, il a une grosse blessure à la jambe. Donc, si vous aviez suivi après la série Born to Race, je crois, le nom où on le voyait, il était suivi et c'est vrai, bon, il avait quand même vraiment galéré. Ouais. Donc là, il est revenu. L'année dernière, il a pu faire quelques courses en Moto 3 dans cette équipe là de Michael Laverty. On n'a pas marqué de points. Il avait terminé 16e dans une des courses.
Sinon, il a été aussi en junior GP, 10e en 2023, 14e en 2024. Bon, honnêtement, il devrait pas jouer devant. Il est là parce que c'est une équipe anglaise, il est britannique. Voilà, tant mieux pour lui. Mais bon, ça risque quand même d'être difficile pour lui. Hein. Après, il sera sûrement meilleur qu'un Joshua Watley qu'il avait remplacé l'an dernier en Moto 3. Mais oui, ça va quand même être dur pour lui et l'objectif ce sera de marquer des points de temps en temps. Ouais, je te rejoins. On peut citer ensuite Cormac Buchanan, le néo-zélandais, donc une nationalité qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir en championnat du monde. Ouais, bah lui aussi, pensionnaire de la Rookies Cup 2021-2023. Il avait progressé, 26e, 17e, 13e en 2023. L'an dernier, il termine 6e du Junior GP. C'est comme une bonne surprise parce que lui aussi, on avait pu le suivre là dans la série Born to Race et honnêtement, bon, c'était quand même pas fameux, quoi. Il était quand même souvent par terre. Donc, tant mieux pour lui. La saison dernière, il a pu faire une belle saison Junior GP. Là, il arrive dans l'équipe Boe Motorsport, donc l'équipe qui l'an dernier avait David Munoz. Donc quand même une bonne équipe qui peut faire des bons résultats. Donc à voir pour lui, mais c'est un peu comme Oshii, c'est un peu comme les rookies qu'on va citer après. Hein, c'est marquer des points, ce sera déjà bien pour lui. On est d'accord. Et on peut donc citer son nouveau coéquipier, aussi rookie chez Boe Motorsport, donc Richie Moodley, qu'il connaît donc. Ouais, bah lui aussi, donc 18 ans, sud-africain. Il vient aussi de la Red Bull Rookies Cup où il a terminé 9e en 2024 et en 2023. Il a fait 3 saisons en Rookies Cup. Lui aussi, il avait progressé. Lui aussi, on a pu le suivre dans la saison Born to Race. Et c'est vrai qu'un pilote comme ça, on a envie de le voir. Enfin, et c'est pareil pour Cormac Buchanan, quoi. C'est des mecs qui ont tout quitté, enfin, qui sont partis à l'autre bout du monde, souvent en Espagne ou en Italie, avec leurs parents. Enfin, Richie Moodley, son père était pilote. Ouais. Enfin, les gars, comme ils partent en Europe, c'est pas facile. Donc bah bon courage à eux et puis c'est vrai que voir de nouvelles nationalités c'est quand même sympa. Ouais. Bah alors moi je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, mais Richie Moodley c'est mon petit chouchou. J'aime beaucoup sa personnalité. Certains vont dire qu'il est assez effacé, c'est peut-être le cas. Du coup bah il est quand même suivi de près, en tout cas. Par Brad Binder, en tout cas, qui garde un œil sur sa progression et on l'a vu, qui est parfois n'hésite pas à lui donner un conseil entre compatriotes. Ouais, mais je trouve ça c'est bien. C'est bien quand même parce que quand tu quittes ton pays à 16 ans, Afrique du Sud, tu pars en Europe, ça va quand même pas être facile. Et puis voilà, d'avoir un pilote MotoGP qui conseille, donc que ce soit Brad Binder ou Darren Binder, qui sont là, mais ouais, non, c'est vrai que c'est bien pour lui. On va suivre tout ça avec attention, particulièrement moi, et on va passer, je pense, à un des pilotes les plus attendus, mais peut-être les plus clivants de ces rookies, Massimo Quiles. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? Ouais, donc alors il a signé dans l'équipe Aspar. Donc bon, s'il signe dans l'équipe Aspar, vous doutez qu'il n'est pas mauvais. Il va avoir 17 ans au mois de mars, donc il a une dérogation pour rouler un an plus tôt que les autres. Il a 3 saisons en Red Bull Rookies Cup. Il a terminé 3e en 2022. Il a même pas, 14 ans. 3e en 2023. L'an dernier, il termine 5e. L'an dernier, il fait aussi 3e en Junior GP. Il a gagné l'European Talent Cup en 2023. C'est un très très gros talent. Il s'entraîne souvent avec Marc Marquez. Il est très rapide, mais il fait énormément d'erreurs. Et quand on dit des erreurs, ce n'est pas chuter tout seul, quoi. Il pète un peu les plombs, il peut vite perdre ses moyens, il peut même être dangereux, en fait. Faut dire le mot, il est quand même assez dangereux. Et l'année prochaine, je pense que, rapidement, on va parler de lui. En bien, en mal, je ne sais pas trop, mais on parlera de lui, c'est sûr. Ouais. Je disais l'année dernière, je trouve qu'en piste, il ressemble beaucoup à Marc Marquez. Oui. Et en dehors de la piste, il ressemble beaucoup à Jorge Lorenzo dans ses déclarations, sa non-remise en question, son melon, on peut dire ça comme ça, alors qu'il a rien gagné en quelque sorte. Hein, En fait, il sait qu'il est fort. Ouais. Il a toujours été le plus fort. Hein. C'est vraiment le petit génie en quelque sorte qui a toujours tout gagné.
Et là, il comprend pas pourquoi il n'arrive pas à gagner. Et là aussi, lui, il a été suivi là dans la série Born to Race. Et pareil, quand les coachs lui donnaient des conseils, en fait, il les regardait limite. Ouais, enfin, j'ai pas besoin de t'écouter, je sais ce que je fais, je suis le meilleur, j'ai pas besoin de t'entendre. Donc bon, après, comme on le disait tout à l'heure, il va avoir 17 ans au mois de mars, ça va être le plus jeune de la catégorie. C'est un peu peut-être une tête à claque pour le moment, mais après, il lui suffira peut-être de pas grand-chose pour qu'il comprenne, pour qu'il écoute les autres, pour qu'il progresse vraiment. Donc déjà là, depuis 1 an et demi, il s'entraîne un peu plus souvent avec les frères Marquez. Je pense que ça soit Marc ou Alex, enfin, ils sont quand même, ils peuvent dire aussi ce qu'ils pensent. C'est des pilotes. Un Marc Marquez, on sait très bien s'il veut dire à un pilote quelque chose, il va lui dire. Donc après, quand t'as un Marc Marquez qui s'entraîne avec toi, qui te donne des conseils, bon, peut-être qu'il va l'écouter. Contrairement à quand c'est un coach de la Red Bull Rookies Cup qui n'a jamais été vraiment un pilote de très haut niveau. Écoute, t'es plus optimiste que moi. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il risque de se casser les dents dans le paddock à cause de son caractère et je suis pas sûr qu'il soit capable de se remettre en question. Je me souviens d'un moment marquant justement de la série Born to Race dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura une saison 2 où ils hésitent à le renouveler pour une saison de plus. Alors, au niveau résultat, il n'y a pas de doute, mais sur le fait qu'ils pensent que c'est un pilote qui ne va pas progresser parce qu'il n'écoute pas les conseils. Et donc, il se pose la question de est-ce que la Red Bull Rookies Cup c'est fait pour lui? Est-ce qu'il faut le prolonger une année de plus? Et lui, malgré toute cette tension, il a l'air tellement sûr de lui. Et genre, de toute façon, vu que j'ai terminé 3e du championnat, il faut forcément me renouveler. Mais c'est pas si simple que ça. Et il a pas l'air de se rendre compte de ça. Ouais. Alors, après, bon, c'est son âge, à voir. Peut-être aussi se prendre un peu 2-3 pompes au cul, on va dire. Ça peut peut-être lui faire du bien. Hein. S'il se retrouve en début de saison 16e, 18e des courses, peut-être comprendre aussi que ouais, faut travailler, faut écouter, et qu'il ne peut que progresser. Maintenant, si d'entrée il pense qu'il va gagner, ouais, il peut peut-être tomber de très haut. On est d'accord. Et on va passer du coup à un autre pilote. Par contre, j'ai pas grand chose à dire de lui. Valentin Perrone. Ouais, qui est un Argentin. Donc là aussi, comme Buchanan, comme Mugler, c'est cool de voir une nouvelle nationalité. Parce que des Argentins en moto, moto 2, moto 3, ça doit faire quelques années qu'on en a pas eu quand même. Je pense à Sébastien Porto, mais qui est dû arrêter en 2006-2007. Donc bon, ça fait quelques années. Après, c'est un Argentin comme David Alonso et David colombien, Alonso quoi. Qui est colombien, ouais. Il est né à Barcelone. Ouais. Donc oui, c'est plus pour la nationalité, on va dire. Mais après, donc lui, il a terminé 3e en Red Bull Rookies Cup l'an dernier. Il a fait une seule saison avec 2 victoires, 6 podiums en 14 courses. Donc c'est quand même c'est solide. C'est solide. Et puis il est recruté par l'équipe Tech 3. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment KTM qui le place chez Tech 3. Donc KTM, ils ont vraiment 2 équipes. Hein. C'est AEGO Tech 3. Si on le place là, c'est que je pense on croit en lui. À voir. Clairement, du coup, j'ai pas trop suivi la saison Rookies Cup l'année dernière, donc il a fait qu'une seule saison. Je l'ai pas vu évoluer, mais déjà pour une seule saison, c'est très fort ce qu'il arrive, parce que souvent c'est des pilotes qui se construisent sur 2 ou 3 saisons dans cette catégorie, mais là 3e directement. Et on va passer par contre à un gros morceau, peut-être plus gros que Quiles, mais plus discret. Álvaro Carpe. C'est ça, donc lui aussi, un Espagnol, un nouveau, donc il va avoir 18 ans au mois de juin. Il signe directement dans l'équipe Ajo. Bon, les derniers rookies qui ont signé dans l'équipe Ajo, c'est Pedro Acosta et José Antonio Rueda. Enfin, ce sont des pilotes quand même qui rapidement sont dans le bain et arrivent à jouer devant. Donc Carpe, l'an dernier, il est champion de Red Bull Rookies Cup, il a terminé 2e en 2023. Il est champion en titre aussi de Junior GP, 3e en 2023. Donc on a eu Piqueras il y a 2 saisons. Enfin,
c'est un peu les pilotes comme maintenant, hein, ils sont capables de gagner dans les 2 catégories, que ce soit Junior GP, Red Bull Rookies Cup. Lui, ouais, je l'attends vraiment assez bien, un peu comme un Piquet l'an dernier. Et honnêtement, je le vois gagner assez rapidement, jouer devant en tout cas rapidement, jouer les podiums. Et voilà, ce serait pas une surprise alors peut-être pas le titre, hein, mais le voir régulièrement dans le top 5, se battre pour des podiums. Ouais, après je pondérais quand même le propos. Après, à Io, ils ont aussi fait pas des erreurs de casting, mais il y a aussi des rookies qui sont arrivés chez eux. Je pense à l'année dernière, Javi Zurutuza, là, qui n'était pas. Oui, voilà, c'est vrai, qui a été un gros raté. Qui était un raté, malheureusement. On peut pas toujours prédire, hein, quand même. Ce qui se passe, même sur le papier, il a toutes les cartes en main pour bien s'en sortir. Ouais, et puis il est en pleine confiance, j'ai envie de dire. Il a été champion l'an dernier, que ce soit Red Bull Rookies Cup ou Junior GP. Double titre, ouais. Voilà, double titre. En fait, il est vraiment en progression. Là où justement un Kiles était déjà 3e de Red Bull Rookies Cup en 2022 et l'an dernier il termine 5e. Donc en fait, t'as l'impression qu'il n'a pas progressé avec le Carpe. Bon bah en 2023, il termine 2e derrière Keras qui avait archi dominé la saison de Red Bull Rookies Cup. Donc lui, l'année dernière, il a gagné. Enfin voilà, il est en progression et en fait, c'est logique de le retrouver en championnat du monde cette année. Et ça devrait être logique même de le voir jouer assez rapidement, voilà, dans le groupe de tête. On est d'accord. Pour Carpe, on va passer à un autre Espagnol, encore une fois, il s'arrête plus d'être ici. Marcos Uriarte, un peu plus âgé lui. Ouais, 20 ans, donc dans l'équipe MLAV, donc comme Eddie Oshii. Lui, pas grand chose à dire, il a terminé 5e du Junior GP. Il a fait 2 piges l'an dernier en Moto 3. Sans vraiment convaincre et faire de résultats. Donc attention, faut pas le confondre avec Brian Uriarte qui l'an dernier a terminé 2e de la Red Bull Rookies Cup. Et ils sont frères quand même ou alors je sais pas, je crois pas. Ah, ok. Mais en tout cas, ouais, lui, on l'attend beaucoup moins que les 3 pilotes qu'on vient de citer juste avant. Ok. Et un petit dernier qui n'est pas espagnol cette fois, Dieu merci, un Italien, Guido Pini, gros potentiel aussi. Ouais, donc lui il signe dans l'équipe Intact GP, donc il a 17 ans, l'an dernier il termine 2e du Junior GP. C'est alors la relève italienne, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas c'est le gros espoir, jeune espoir italien. Même si on a déjà vu l'an dernier, on avait un Luca Lunetta qui n'est pas vu du tout, hein, mais là c'est vraiment un Italien qu'on attend. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que tu l'as dit, tu as tout dit, c'est la relève italienne pour beaucoup. Des résultats très intéressants ces dernières années dans les catégories de jeunes, les dernières vice-champions. Derrière, du coup, Alvaro Carpe. À suivre. Il reste dans un team Liqui Intact GP. C'est pas le meilleur team. Il sera sur une KTM. À voir ce que ça donne. Et du coup, une dernière arrivée dans la catégorie, mais qui ne sera pas un rookie, plutôt un vieux briscard à son âge, du haut de ses 24 ans, mais qui nous revient du coup du Moto 2. Et Denis Foggia. Il signe en plus dans l'équipe Aspar, donc honnêtement pour moi c'est une grosse surprise de voir Aspar signer un Foggia. Aspar qui en temps normal quand même prend des jeunes pilotes. Donc Denis Foggia, vice-champion du monde en 2021, 3e en 2022. Là, 2 saisons catastrophiques en Moto 2 où il a terminé 19e puis 24e la saison dernière. Il n'a pas réussi à s'adapter à cette catégorie. Là, il redescend de catégorie. Il sera favori pour le titre parce que vu son expérience, il se doit de jouer devant. Maintenant, c'est vrai que si cette saison il se plante ou il termine 5e du championnat, bon bah l'an prochain Foggia disparaît et il peut prendre sa retraite. Ouais, je te rejoins, c'est un peu un all-in, hein. C'est-à-dire qu'il a brillé dans cette catégorie par le passé, il a tenté un mouvement qui était logique, hein, mais qui n'a pas payé, donc pourquoi pas venir essayer. Il a encore quelques années devant lui avant l'âge maximum, donc pourquoi pas, mais il y a
il y a des talents plus jeunes et peut-être plus forts que lui cette année. Je lui souhaite en tout cas le meilleur. Il aura une bonne machine chez Aspar, donc à suivre avec intérêt. Tant mieux pour lui, hein, de signer chez Aspar. Mais après, c'est vrai que pour Aspar, donc on disait tout à l'heure, ils ont Kiles qui lui est tout jeune. Kiles c'est plus le futur. Mais là, au moins avec Foggia, logiquement, tu dois jouer le titre. Et on sait que pour Aspar, c'est important. Hein, ils sont champions en titre. Toutes les années, ils ont un pilote qui joue le titre. Donc c'est bien d'avoir un pilote quand même confirmé. Ouais, et puis même c'est bien de mettre un pilote confirmé à côté d'un rookie talentueux. Je pense que ce rookie peut apprendre de plein de choses sur la préparation, le réglage machine, etc. Donc c'est toujours une très bonne idée plutôt que pour moi que deux rookies dans une même équipe la même année. Et du coup, vu que tout ce beau monde est arrivé dans la catégorie, on a plusieurs départs. On peut commencer par ceux qui partent en Moto 2, on viendra dessus dans la partie. On en parlera tout à l'heure, mais David Alonso, Dani Olgado, Ivan Ortola, Colin Veyer, les 4 meilleurs de la saison dernière. Ouais. Pas une surprise de les voir passer en Moto 2. Ensuite, on a Joel Esteban, qui était rookie donc la saison dernière chez Aspar, qui a fait un début de saison qui était assez correct. Il a eu un peu plus de mal en deuxième partie de saison et qui perd sa place. Donc lui, c'est quand même un peu une surprise. Il aurait mérité une deuxième chance. Ouais, mais je crois que Aspar lui donne toujours sa confiance. Hein. Je crois qu'il repart en junior GP. Mais il part en junior GP avec eux, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir partir. Alors est-ce que Aspar, comme on vient d'en parler, ils ont voulu garder un Foggia qui va jouer le titre et puis ils ne voulaient peut-être pas se séparer où ils ont réussi à signer Kiles qui peut être un futur grand, donc ils ont peut-être voulu faire ça et Esteban en fait paye un peu ce choix. Après Esteban donc il devrait peut-être faire les premières courses de la saison avec l'équipe Tech 3 en remplacement de Jacob Rulstone qui s'est blessé, donc à voir pour lui. Sinon, on a aussi Chapi Surutusa, donc qui était chez Ajo, qui alors lui, ça a été un fiasco complet en 2024. Là, il passe en Moto 2 championnat d'Europe. On verra pour lui s'il est jeune. Après, ça peut être bien. Hein. On a vu un Alonso Lopez qui peut passer par ce championnat et qui ensuite est arrivé directement en Moto 2 mondial et pour jouer devant. Donc, espérons pour lui que ça se passe bien. On a Filippo Farioli qui lui quitte le mondial et va en Supersport. Farioli qui en 2 saisons en Moto 3, donc une saison chez Tech 3, une saison chez 658, n'a pas prouvé grand chose. Oui. Donc c'est pas une surprise de le voir partir. Tout à fait. Et puis on a la retraite de Tatsuki Suzuki. Donc, alors celle-là. Ouais, ça fait quand même un peu quelque chose. Ça fait quelques années qu'il est là. C'est dommage de le voir partir comme ça. Ouais, surtout que le communiqué est tombé ce week-end. Alors toi, des fois, tu t'intéresses un peu plus que moi à cette catégorie, donc tu avais peut-être l'info d'avant. En tout cas, sur les documents officiels de la FIM, il était considéré comme pilote intact GP jusqu'à ce week-end où il y a l'annonce de sa retraite. J'étais effectivement hyper surpris. Il avait quelques victoires dans la catégorie. Bon, il a commencé en 2015 chez Mahindra en Moto 3, donc effectivement, ça aurait fait sa 10e saison. Ouais, c'est ça. Il va avoir 28 ans cette année. Ça aurait été sa dernière saison en Moto 3. C'est dommage. En fait, c'est un pilote qui n'a jamais réussi à progresser. Il est assez rapidement arrivé à un niveau correct, et il lui a toujours manqué quelque chose. Parce que il a 3 victoires et 8 podiums seulement. Mais c'est dommage. C'est vraiment, il est arrivé assez jeune dans l'équipe 658. Il était un peu le protégé de Paolo Simoncelli. Et il lui a manqué quelque chose. C'est dommage, hein, parce qu'on l'a vu quand même plus d'une fois jouer devant. Alors même si souvent il chutait après pendant les courses, mais il a pas réussi à passer le cap et c'est même bizarre, on va dire, de l'avoir vu pendant aussi longtemps en Moto 3, parce qu'au final, il a quand même fait 5 saisons chez 658, 2 saisons chez Léopard, une saison là chez Intact GP, mais peu importe, il a pas réussi à passer un cap.
Ouais, je pense qu'il y avait le fait qu'il soit japonais. Alors, pendant un temps, il a été considéré, parce qu'il fait quand même 2 bonnes saisons. Il finit 7e et 8e. 8e en 2019 et 7e en 2022. Donc, on s'était dit, ça y est, il a trouvé comment ça marche. Il va retrouver le. Et puis, il va faire que progresser. Mais finalement, non, c'était juste des exceptions. Et sa place, c'est toujours plutôt aux alentours de la 14e place au championnat. Mais tout ça pour dire, effectivement, sa nationalité l'a peut-être un peu protégé pendant un temps. Avec des espoirs aujourd'hui qui arrivent comme Furusato. C'est peut-être effectivement plus sa place. Par contre, ce qui m'a carrément étonné, on en a discuté un peu sur le Discord ce week-end, c'est carrément la retraite, quoi. S'il part pas pour un autre championnat, il annonce, ok, j'ai tourné cette page de ma vie, je vais faire autre chose, merci pour tout. Ouais, après, c'est difficile, comme je viens de dire, il a 27 ans, il n'a roulé qu'en Moto 3. Donc là, ça aurait été quoi, passer en Moto 2, donc peut-être en championnat d'Europe, en championnat italien, vu qu'il vit en Italie. Donc découvrir une nouvelle catégorie sur un championnat, par exemple, championnat italien, qui n'est quand même aujourd'hui pas très reconnu. En championnat d'Europe, on voit que le championnat d'Europe Moto 2 quand même a progressé ces dernières saisons. Et certains pilotes ne trouvent pas non plus de moto aussi facilement. Donc même s'il a un nom, on va dire, en mondial, il n'a peut-être tout simplement pas trouvé d'équipe. Hein. Oui. Ouais, mais il aurait pu repartir. Je sais qu'il y a certains championnats asiatiques. Enfin, Après, bref. ouais, à voir après s'il retourne vivre au Japon. Là, il vit depuis une dizaine d'années maintenant, quasiment en Italie. Donc ouais, après, et puis bon, après, il a peut-être aussi envie de passer à autre chose. On a des pilotes aussi qui ont continué les études, donc lui, je ne sais pas du tout, mais peut-être qu'il a une opportunité aussi de se lancer un peu dans la vie active. Peut-être devenir un peu coach pour des pilotes. Et voilà, parce que derrière, après, ils sont comme tout le monde, hein, à la fin du mois, faut quand même payer les factures. Donc si tu payes ton guidon, enfin t'as rien derrière, t'as aucune rentrée d'argent. Enfin, ouais, c'est difficile à comprendre, mais d'un autre côté, on peut le comprendre, quoi. Faudrait vraiment en discuter avec lui, mais bon, il nous a pas répondu quand on lui a écrit. Donc, C'est ça. Ouais, tiens, je viens de voir un truc en parallèle. Je regardais un peu sa fiche Wikipédia. Il a commencé en 2015, tu l'as dit, chez OCIP. Tu sais, c'était qui son coéquipier? Je sais pas, t'aurais quoi? T'as pas eu un Rémi Gardner à une période? Ouais, bah dis donc. Rémi Gardner, Oh son coéquipier. Donc, qui a pas eu la même carrière, hein, champion du monde Moto 2, hein, je me trompe pas, Rémi. Ouais. Et puis qui est passé en MotoGP, malheureusement. Pas au bon moment, je pense. Et puis là, qui court en mondial Superbike. Ouais. Mais bon, Gardner, de toute façon, n'avait pas trop sa place en MotoGP, je pense. Il a fait une saison, après, c'est un peu comme un Augusto Fernandez. Ouais, mais je pense qu'il aurait eu sa place, mais pas dans les années 2020, c'est sûr. Oui. Parce que Oui. le niveau est trop haut, mais il y a une époque. Oui. Mais bien sûr, bien sûr. Peut-être les années 2010, il y avait de la place pour des. Oui, bien sûr. Là, je parle plus de la saison où il a roulé. C'est un peu comme un Augusto Fernandez. Il est arrivé en moto GP parce qu'il était champion du monde. Hein, sinon, personne n'aurait voulu les prendre. On est d'accord. Et ben voilà, on a beaucoup parlé des rookies, des arrivées, des départs. Est-ce qu'on peut parler des favoris cette année? Ouais, alors dans les favoris, j'en ai noté 4. Donc André Piqueras, Adrian Fernandez, Denis Foggia et José Antonio Rueda. Donc un Piqueras, Rookie of the Year l'an dernier, 8e du championnat. Il a eu une victoire à Saint-Marin, 4 podiums. On l'a vu quand même vraiment progresser avec les départs des Alonso, Olgado, Ortola, Veiger. Logiquement, il doit jouer devant le titre. Voilà, je pense qu'il doit jouer le titre. Adrian Fernandez, c'est un peu pareil. Donc Piqueras, il change d'équipe, hein, il passe chez MTL Metz et Messi. Ouais. Fernandez, donc lui reste chez Léopard. Donc l'an dernier, il a quand même vraiment progressé. Il termine 6e du championnat. Il a fait ses premiers podiums en fin de saison. Il a fait 13 top 10. Et lui, j'ai vraiment envie de dire, alors même si Ophélie ne l'aime pas, hein, lui, ouais, mais elle en reparlait il y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais non, mais c'est vrai que Fernandez, lui, cette saison, je m'attends à le voir jouer le titre parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment passé un cap en fin de saison dernière. Et alors même si moi non plus je l'apprécie pas spécialement, mais il pourrait bien, si la saison débute bien pour lui, il pourrait être dangereux pour le titre.
Après, on a Denis Foggia, on en a pas mal parlé. Et puis, José Antonio Rueda, sa 3e saison, donc il a terminé 7e l'an dernier du championnat. Bon, c'était une déception, il avait été blessé en début de saison, il a une victoire, 4 podiums, mais au niveau du talent, Rueda, c'est le pilote qui doit être champion cette année. Ouais. D'ailleurs, pour rebondir sur les pilotes que tu as cités, on les retrouve aujourd'hui. Donc, comme je disais, il y avait les tests Moto3 à Portimao ce lundi 10, ils continuent demain. Et on retrouve Rueda en tête du roulage, avec juste derrière Adrian Fernandez et 3e André Piqueras en termes de chrono. Donc tu as cité en fait, on n'a aucune surprise. Non. On n'a vraiment aucune surprise sur ces chronos. Bon, c'est la première séance de l'année, donc à voir, mais bon, les pilotes qui ont déjà joué devant seront là. Exactement. Ensuite, on avait Joel Kelso, Yamanaka, David Munoz et Alvaro Carpe, premier rookie, loin devant les autres en termes de chrono. Ouais, donc après, on a aussi, on peut parler des ceux qu'on met un peu outsider pour le titre. Ouais. Donc là, j'en ai noté 3, donc Luca Lunetta, Taio Furusato et David Munoz. Donc Lunetta, Furusato, l'an dernier, ont été 2 très bonnes surprises. Oui. On les attendait pas à ce niveau-là. Lunetta, il a eu 2 podiums en Aragon, en Thaïlande. Il avait eu un début de saison un peu difficile, mais à partir du Grand Prix de France, il avait régulièrement été dans le top 10. C'est parce qu'il se fait ensuite 10 top 10 en 15 courses. Furusato, lui, c'est 3 podiums. Il était très irrégulier, mais en fait, Furusato, c'était soit il était 15e, soit il était dans le top 5. Donc, ça montre quand même qu'il a quelque chose. Pour moi, il a le truc qui peut un peu, comme un Ayogura, par exemple, qu'on a eu en japonais ces dernières saisons. Voilà, c'est un gars, il peut pour moi jouer le titre, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, jouer le top 5 du championnat sans souci. Et puis le dernier outsider, c'est un pilote que j'attends pas mal depuis 2 ans, c'est David Munoz. Il est quand même assez décevant sur ces 2 dernières saisons. Il était arrivé en 2022 en cours de saison, et tout de suite il avait joué les podiums, les victoires. Je me demande même s'il n'avait pas fait podium de sa première course, sa 2e course à Barcelone. Mais lui, il est vraiment talentueux. Il est un peu foufou quand même. Il fait beaucoup d'erreurs. Il a un pilotage quand même très agressif, un peu dangereux. Il se prend bientôt une course sur 2, il se prend une pénalité. Mais attention à lui. Lui aussi, il peut peut-être avoir un déclic. Et si le déclic arrive assez rapidement en début de saison, s'il arrive à gagner lors des 2-3 premières courses, il peut jouer le championnat. Totalement d'accord avec ces outsiders-là. Pour en revenir aux favoris, j'espère de tout mon cœur que Fernandez ne sera pas titré. Non, mais c'est pas le seul, je pense. Je te rejoins sur Piqueras et Rueda. Moi, je les vois vraiment forts tous les 2 cette année. Peut-être ce sera la bataille pour le titre. Foggia, pour moi, c'est un favori sur le papier. C'est-à-dire qu'il est censé être favori. Ouais. La redescente, c'est pas toujours évident. On est d'accord. Sur le papier, on est obligé de le mettre dans les favoris, mais honnêtement, si je devais mettre une pièce, je la mettrais pas sur Foggia. Et si tu devrais mettre une pièce sur une grosse cote, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Ouais, alors on a pas mal parlé des rookies Carpe et Quiles. Bon, honnêtement, je les vois quand même pas champions. Même un Carpe qui a fait une très bonne saison l'an dernier. Maintenant, on sait jamais. Il faut aussi dire que les saisons, pardon de te couper, en Moto3 sont beaucoup plus longues que les saisons Junior GP ou Red Bull Rookies Cup où il n'y a que 6-7 rounds à chaque fois. Là, on parle de 22 courses avec des week-ends très 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 chargés en termes de séances. Donc, il faut aussi s'habituer à ça. Et des voyages, plus de voyages en dehors d'Europe. Ouais, c'est ça. Puis découvrir les nouveaux circuits pour les rookies. Surtout ça. Bon, après, on avait vu qu'un Costa avait rapidement... C'était assez bien débrouillé, on va dire, pour ses premières courses en Moto 3 mondial, notamment au Qatar, mais donc après non, que ce soit Carpe ou Quiles, j'ai envie de les mettre dans les grosses cotes parce que on a vu que quand des pilotes gagnent la Red Bull Rookies Cup ou le Junior GP,
Et rapidement, ils sont au niveau quand même en Moto 3 en mondial. Donc c'est pour ça. Après, les deux autres pilotes que j'ai envie de citer, c'est Joel Kelso et Yamanaka. Les deux sont là depuis plusieurs saisons. Ils sont souvent vers la 6e, 8e place. Eux aussi, il leur manque le cap. Il leur manque quelque chose, mais s'ils arrivent à passer ce cap, pour moi, ils peuvent être une très bonne surprise. Mais bon, là encore, je mettrai pas énormément d'argent sur eux, hein, parce que je pense qu'on a vu ces dernières saisons, ils sont assez irréguliers et j'ai peur que leur carrière, ça soit toujours un peu ça. Ouais, je te rejoins sur les deux. C'est pas des pilotes que j'apprécie particulièrement. On va dire que c'est des besogneux. S'ils font une bonne saison, c'est pas immérité qu'ils passent en Moto 2 par la suite. Je veux dire, c'est une suite de carrière, mais il leur manque quelque chose pour être oui, honnêtement, le pilote qui brille. On les voit pas en MotoGP dans 3-4 ans. Pas avec le niveau actuel, en tout cas. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, mais bon, après, ils sont régulièrement dans le top 10, donc on sait jamais. On est d'accord. Est-ce qu'on a fini avec cette catégorie? Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a un pilote que tu vois qui sera viré en cours de saison? Parce que ça, c'est aussi le Moto 3, ils sont très forts pour... Bah écoute, surtout là avec maintenant ce qu'on disait tout à l'heure avec KTM, hein, je pense qu'on va peut-être avoir plus de pilotes qui vont se faire virer si les équipes ont un peu plus de mal au niveau sponsor. Si je devais donner un pilote, alors je regarde la liste, Marco Uriarte peut-être. Ah ouais. Bah ouais, en fait je sais pas trop ce qu'il fait là. C'est dans une équipe anglaise, je sais pas pourquoi ils l'ont pris lui, alors que cette équipe depuis qu'ils sont arrivés ils avaient toujours des Anglais. Voilà, après Noah De Viller et au CIP qui l'an dernier quand même n'a pas fait grand chose. Ouais, c'est vrai. On a un Riccardo Rossi qui est toujours là, mais lui aussi on se demande un peu pourquoi. C'est ça quoi, c'est la 3e ou 4e saison, Riccardo Rossi? Ouais, plus. Bien 105e. Mais sinon non, après comme ça, il y a pas trop de pilotes que je vois qui dehors. Peut-être un David Almanza aussi qui a signé chez Léopard, qui remplace Piqueras. Almanza donc qui était pilote dans le type Léopard Junior en Junior GP. Et la saison dernière, il est arrivé donc dans l'équipe Rivacold Rivacold Sniper Steams. Et il a été catastrophique, il était à toutes les séances d'essai, il était par terre. Mais bon, lui c'est un pilote, lors de sa première pige en Moto 3, il avait quasiment fait podium en Argentine, sous la pluie. Je crois qu'il avait terminé 4e, il me semble. Il avait chuté, mais en tout cas voilà. Donc il a quand même quelque chose, il est rapide, mais l'an dernier, c'était une grosse catastrophe pour lui. Ouais, c'est vrai qu'il est arrivé en mondial aussi avec c'était un bel espoir. Il avait fait des belles performances en junior GP, mais c'était compliqué par la suite. Ouais, maintenant il a une saison dans les jambes de Moto 3, donc on peut pas trop le juger que sur une saison. Hein. Mais bon, cette saison, par contre, s'il continue à toujours être par terre et à terminer 20e, bon bah ciao pour l'an prochain. Exactement. Ok, et tu l'as cité, donc il y a eu un blessé assez bête. Jacob Rolston pour Tech 3 s'est blessé à l'entraînement, et grosse blessure, hein, puisque c'est les vertèbres qui ont été touchées. Et du coup, Joel Esteban est gracieusement prêté par Team Aspar au Team Tech 3 pour ce début de saison. Donc, je sais pas, ça va être sur combien de Grands Prix, mais potentiellement, ce sera pas que le premier. Hein. Ouais. Peut-être qu'on le reverra Rolston seulement en Espagne, à Jerez pour le 5e Grand Prix. Ouais. Mi-avril. C'est pas impossible. Ok, bah écoute, on a fait le tour de la petite catégorie. On va passer au Moto 2 et donc on va reprendre la grosse news. C'est aussi, il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient en fin de saison, c'était plus ou moins officiel en décembre, mais c'est clairement officiel. Donc le retrait du team Pre-Cagnos Racing Team, si je le prononce bien.
Donc deux motos en moins sur la grille, pour commencer. Et ensuite, on a une flopée de rookies, la plupart que vous connaissez si vous avez suivi le Moto3 l'année dernière. Donc David Alonso, le champion du monde en titre Moto3 qui va rouler pour Aspar. Dani Olgado, le vice-champion, pas en titre parce qu'il n'y a pas de titre, mais le vice-champion du monde Moto3 qui va rouler aussi chez Aspar, donc en coéquipier. Colin Verrer, le troisième en Moto3 2024 qui va rouler pour Ayo, et Ivan Ortola qui a terminé 4e du championnat qui va rouler pour MTL-Met en 2025. Donc on a aussi en arrivée Adrian Huertas, un autre champion du monde mais qui nous vient du World Super Sport, celui-là champion du monde avec la Ducati Panigale V2 qui va passer chez Italtrans. Donc ça c'était vraiment un transfert dont on pourra discuter un peu plus en avant. Et on a aussi l'arrivée de Yuki Kuni. Donc, si vous vous souvenez de ce pilote japonais, donc il a roulé en Moto3 en 2020-2021, donc c'était pas les meilleures années, c'était les années Covid, sans grand résultat. Hein. Il est reparti dans les championnats asiatiques et là il revient en championnat du monde Moto2, auréolé du titre champion 2024 Superbike 1000 Asia, donc quand même un gros titre, et j'espère pour lui que ça va marcher cette année. Un petit commentaire sur toutes ces... Kuni il remplace Chantra, donc qui est passé en MotoGP, donc dans l'équipe Honda Asia. Donc bon, fallait un japonais chez eux. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que passer du 1000 à redescendre en Moto2, à voir, je sais pas trop. Après Alonso, Olgado qui vont être coéquipiers, ça va être intéressant ça, côté Aspar. Ouais. Les deux partent vraiment avec la même moto, donc on va voir celui qui s'adapte le mieux à la Moto 2. Colin Veger, donc dans l'équipe Pajot avec Denis Zanshu. Là aussi c'est un line-up qui est quand même assez sympa sur le papier. Ouais. Mais même si les deux ne devraient pas jouer devant tout de suite, mais bon, ça peut être deux pilotes prometteurs. Et... Honshu Ouais, bon, on en parlera un peu après, mais... Ouais, on en parle après. Ouais, et puis après, Ortola qui remplace Ayogura chez MTL Metz. Lui aussi, à voir ce que ça va donner. Et puis Huertas, mais peut-être qu'on en parlera après aussi un peu plus dans le détail, on peut en parler tout de suite. Ouais, on peut en parler tout de suite. On peut en parler tout de suite. Donc moi, Huertas, j'ai un peu peur pour lui, avec cette équipe Italtrans. Souvent quand même les pilotes qui passent par cette équipe c'est moyen, on va dire, c'est moyen. Donc bon, on a Diogo Moreira l'an dernier qui au final s'en est pas mal sorti, mais on a eu Denis Foggia, on a eu Joe Roberts à une période. C'était, en fait, j'ai un peu plus peur de l'équipe, quoi. Lui doit apprendre Huertas, donc il découvrira certains circuits, donc il découvrira la catégorie, certains circuits. Ouais, à voir. Je sais pas pourquoi il a peut-être pas trouvé de guidon en Superbike, mais ouais, mais c'est intéressant. Ça va être très intéressant à suivre. Je te rejoins. Il a quand même une carrière atypique, ce garçon. Bon, ça fait un espagnol de plus, hein, mais clairement, quand il a senti que Ducati en Superbike ne lui ouvrirait pas les bras parce qu'ils allaient prolonger Bautista aux côtés de Boulega, il a trouvé une bonne solution de repli. Et c'est vrai que le paddock Moto 2, c'est pas le plus réputé, mais ça peut t'ouvrir une porte pour le MotoGP éventuellement. Mais passer sur d'une moto de série, on va dire, à un moteur qui s'approche, mais un châssis proto, à voir s'il réussit à s'adapter. Ouais, après maintenant, si tu es un bon pilote, tu réussis à t'adapter. On a eu un Manuel Gonzalez qui était en Super Sport. Il a terminé 3e du championnat l'an dernier. En 2 saisons. Donc, pour moi, il peut Huertas jouer devant, hein, s'il s'adapte assez bien. Ouais, et il faut aussi souligner qu'il arrive avec lui, Huertas, et c'est ce qui a profité à Gonzalez aussi, c'est la connaissance des pneus Pirelli. Clairement, là-dessus, il ne sera pas dépaysé, il ne va pas se taper des pneus enfin, en tout cas, il connaît les pneus, et c'est quelque chose sur lesquels il va pouvoir capitaliser. En effet, ça joue, on n'en parle pas assez, mais oui, ça peut vraiment l'aider, en tout cas en début de saison, pour se mettre dans le bain assez rapidement.
On peut ensuite parler des autres arrivés dans la catégorie. Ouais, donc on a Jorge Navarro chez Forward, qui revient en Moto 2. Donc l'année dernière, il a fait quelques piges sur cette moto, la Forward, donc qui est la moins bonne moto du plateau et de loin. Et Navarro, malgré tout, il arrivait de temps en temps à marquer des points, même faire des top 10, alors que son coéquipier, ses coéquipiers de l'an dernier, qui étaient Eskrig et Artigas, eux étaient toujours derniers. Donc comme quoi après hein, le pilote fait quand même quelque chose sur la moto, même si la moto est mauvaise, un bon pilote peut s'en sortir. Donc Navarro il était aussi en super sport l'an dernier. Il a fait régulièrement il était dans le top 5. Donc c'était même bizarre de ne plus le voir en mondial l'an dernier. Donc pour moi c'est logique de le revoir de retour en Moto 2. Totalement d'accord avec ça. On a du coup la nouvelle équipe Pramac, donc avec le partenariat qu'ils ont signé avec Yamaha, qui était en MotoGP mais aussi en Moto 2, donc ils récupèrent l'équipe anciennement VR46 Academy. Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est ça. Enfin oui, ça. Oui, l'équipe de Valentino Rossi, le Master Camp. Master Camp, c'est ça. Sur châssis Bosco Scuro. Et on a aussi l'équipe Marc VDS qui passe sur ce châssis. Sans doute les bonnes performances Bosco Scuro en début de saison l'année dernière, en tout cas où il y avait une vraie différence de chrono avec Calex, ont permis de rééquilibrer un peu la grille dans ce sens. Je trouve ça plutôt bien. Oui, bah là j'ai envie de dire les favoris cette saison seront les Bosco Scuro. Que ce soit les Speed-Up, Marc VDS aussi qui est une grosse équipe, Pramac comme qui arrive avec un line-up Arbolino, Izan Guevara. Alors un peu pour Guevara, bon, on verra bien. En tout cas, Arbolino, lui, il est là pour jouer le titre. L'équipe MTL Metz, donc, qui est championne du monde en titre avec Ogura, donc Pierre Sergio Garcia, et qui récupère le rookie Ivan Ortola. Voilà, donc non, pour moi, un pilote, enfin, ça devrait être une Bosco Scuro qui est vraiment dans leur favori pour la saison. Et du coup, en parlant de favoris, tu m'en as mis quelques-uns là, un bon paquet. T'as mis un tiers de la grille hein, comme favori. C'est-à-dire que le titre il va être si disputé que ça? Bah écoute, la saison dernière quand même on a eu une saison très ouverte. On n'avait pas de pilote vraiment qui dominait et cette saison je ne vois pas non plus de pilote largement dessus. Pour moi c'est un championnat qui est super ouvert. L'an dernier on a quand même 9 pilotes qui ont connu la victoire sur 20 courses. Donc c'est-à-dire que c'est sûr que ça change de la saison d'Acosta. Voilà, non mais on va se dire c'est un peu comme en MotoGP aujourd'hui hein. Enfin, alors pas ces 2 dernières saisons, mais en MotoGP là il y a 3-4 saisons en arrière, on avait quasiment toute la grille qui était capable de monter sur le podium. Et c'est vrai que pour la Moto 2, bah aujourd'hui si t'es un seul favori ou 2 favoris, ouais je sais pas. J'en ai pas vraiment un parmi tant d'autres parce qu'en fait on a plein de pilotes qui ont plein de points positifs pour dire lui il sera champion du monde en fin de saison. Donc par exemple on a Canet l'an dernier. J'allais dire, oui. Voilà, l'an dernier il a gagné 4 victoires. Lui qui n'a jamais gagné en Moto 2 auparavant, il a gagné 4 victoires. Il a vraiment passé un cap. Cette saison s'il continue comme ça, pour moi c'est le favori au titre. Pour moi, au-delà des victoires qu'il a eues la saison, qu'il a débloqué quelque chose chez lui, il faut aussi citer que souvent, je sais pas combien de fois, il faudrait que je retrouve les stats, il a terminé deuxième ou sur le podium. Oui. Parfois parce qu'il a perdu la place dans les 2 derniers virages. Donc clairement, cette année, alors il y aura peut-être pas quelqu'un qui aura la régularité d'un Ayogura et il peut en profiter quoi. Non mais c'est ça, parce que l'année dernière. Ouais, il termine 4 fois deuxième. 4 fois deuxième, c'est ce que je vois. Ouais, 4 victoires, 4 fois deuxième. Alors après, bon, il a eu pas mal d'abandon aussi, mais j'ai envie de dire, alors, je n'ai pas envie de le voir vraiment grand favori parce que malheureusement on le connaît. En fait, c'est son irrégularité depuis plusieurs saisons parle pour lui, mais bon, par rapport à ce qu'il a montré l'an dernier, ouais, c'est peut-être si on devait ressortir un nom, c'était lui. Hein. Après, on peut
on a Sergio Garcia. Qu'est-ce qu'on attend de Sergio Garcia cette saison? Rien. Est-ce qu'on voit le Sergio Garcia du début de saison dernière ou de la deuxième partie de saison, le pilote qui a coulé, qui n'était plus capable de marquer un point? Ça, j'ai envie de dire, on le saura extrêmement rapidement. C'est le genre de choses. Déjà, on le saura peut-être déjà mercredi et jeudi quand on va regarder les chronos des essais. Voilà. Soit il a craqué mentalement et on le reverra jamais sur le devant de la scène, on va dire. Parce que quelque chose s'est brisé en lui, ou soit il a pu travailler sur lui, on l'a déjà vu avec des coachs ou des psys, et on peut le revoir d'attaque assez rapidement. Mais au vu du talent qu'il a montré en première partie de saison 2024, s'il retrouve ce niveau-là, effectivement, on va le savoir tout de suite. Ouais, alors moi après je pense pas qu'il va couler complètement, disparaître, mais ce sera peut-être un pilote un peu à la Canette des dernières saisons, quoi. De temps en temps sur le podium et souvent par terre, de temps en temps 15e, ou un peu peut le comparer aussi à un Celestino Vietti par exemple, capable du meilleur comme du pire, ou un Joe Roberts, ce genre de pilote là, capable de gagner une course et la course d'après terminer 12e. Après j'ai noté aussi Manuel Gonzalez, 3e du championnat l'an dernier. Lui c'est pareil, on l'attendait pas spécialement l'an dernier si haut. Maintenant pareil, j'ai pas envie de dire que c'est le grand favori du championnat, mais bon, c'est jamais hein. Enfin, avec ce qu'il a montré l'an dernier, en tout cas, il est en pleine progression, donc c'est logique de penser à lui. Ouais, après c'est sur la régularité parce que je crois qu'il a qu'une seule victoire. Ouais. Mais il fait 5 podiums et plusieurs top 4. Enfin, encore une fois, pour moi, ouais, faut qu'il fasse un petit cap. Sinon, faut qu'il passe un petit cap, voilà. Décrocher plus de victoires. Mais voilà, il a qu'un seul. Non, il a fini toutes les courses. Voilà. Il a fini 2 fois hors du top 15, donc hors des points. Mais il a fini toutes les courses. C'est peut-être le seul de la catégorie qui a réussi ça l'année dernière. Donc, effectivement, la régularité, il a la vitesse, mais il faut qu'il passe un tout petit cap pour vraiment aller chercher un peu plus de victoires. On est d'accord. Mais bon, l'an dernier, malgré tout, il a terminé 3e du championnat. Et maintenant, cette saison, ça serait pas surprenant pour moi de le voir encore dans le top 5 du championnat, mais pas premier ni deuxième. Voilà, pour moi en fait là c'est la saison de la confirmation pour lui. Il doit faire un nouveau top 5 du championnat. Après dans d'autres favoris, alors j'ai mis un peu moins favoris suite à leur inconstance, mais Jack Dixon il termine 8e du championnat l'an dernier où il avait raté un peu le début de saison où il avait été blessé, mais il a déjà été top 3 du championnat en 2022-2023. Il avait été régulier parce que lui bon c'est pareil, il était toujours par terre à une époque. 2022-2023 franchement c'était un pilote il était pas mal hein, même si bon je suis pas fan de lui, mais il avait passé un cap. Mais lui j'ai envie de dire c'est un peu, pour moi je le vois un peu comme un Sam Lowe's si on doit comparer avec un autre anglais. Ouais, alors moi j'ai rien contre le garçon qui est plutôt, j'aime bien ses interviews et tout. Par contre, ce qui m'a un peu dégoûté de lui, mais c'est pas de sa faute, c'est le lobby qu'il y a eu il y a 2 saisons maintenant pour dire c'est un pilote incroyable, il va passer en MotoGP. Ouais, mais ça c'est les Anglais. Ouais, mais ça m'a un peu agacé et du coup il est pour rien, mais ça s'est retourné un peu contre lui et du coup j'avoue que j'ai plus de mal à le supporter ou à le voir devant. C'est sûr que c'est pas le plus faible du championnat, il a des choses à faire valoir. Donc j'espère qu'il va pouvoir performer un peu plus cette saison. Mais ouais, ça reste un Anglais aussi. Et puis là-dessus, c'est vrai qu'il a le passeport pour ça, mais potentiellement, il peut faire mieux que l'année dernière, c'est sûr. 8e au championnat, c'était pas tout à fait sa place, qu'il aurait mérité en tout cas. De là, le voir champion, compliqué. Ouais, non, mais je pense comme toi. Je pense comme toi. Aujourd'hui, un Jack Dixon en MotoGP, il aurait rien à faire là. Enfin, il viendrait faire une saison, 2 saisons grand max, et ensuite il partirait en Superbike. Donc autant rester en Moto 2, j'ai envie de dire, et jouer des victoires. Mais oui, après, faut pas trop écouter non plus les Anglais, la Simon Patterson, irlandais, qui pour lui, Jack Dixon, c'est le meilleur pilote du monde, mais bon. Enfin voilà quoi. À une époque, les Anglais c'était à fond. Bradley Smith, il avait tout cassé en MotoGP. Scott Redding aussi.
Sam Lowe, on allait voir ce qu'on allait voir. Bon, ouais, c'est pour ça, faut savoir. Ouais, faut pondérer un peu, quoi. Voilà. Après, oui, on peut parler aussi d'Alonso Lopez. Ouais. C'est pareil. On peut pas le voir. Enfin, on peut pas dire on le voit champion du monde, c'est pas possible. Mais bon, quand il termine les courses, il est quand même pas mauvais. Donc. Ouais, sa fin de saison, elle est catastrophique. Toute la tournée outre-mer, là. Ouais, mais c'est Alonso Lopez. C'est Alonso Lopez. Ouais, je le vois top 5 du championnat, mais non, j'ai du mal à le voir champion du monde quand même. C'est pas possible. Enfin, peut-être, mais on verra bien. Mais non, quand même, Lopez, lui c'est pareil. Une fois sur deux, il est par terre. Donc on a ça, on a aussi, pour moi, j'ai envie de croire en lui, c'est Tony Arbolino, qui pour moi, était la très grosse déception en 2024. Mais bon, on connaît son talent, on a déjà vu ce qu'il était capable de faire. Maintenant, je me dis, est-ce que c'est pas un peu comme Aaron Canet, qu'il a pas laissé passer son moment, on va dire, pour être champion, enfin pour aller en MotoGP derrière. Est-ce qu'il va pas un peu stagner en Moto 2? Bah, il est pas aidé, c'est vrai qu'il est vice-champion du monde, on le rappelle, derrière Acosta en 2023. L'année dernière, il était attendu. Avec Aldeguer, on va dire que c'était les deux plus gros favoris. Et bah, il n'est pas aidé par son châssis Kalex et son début de son team n'était pas fou l'année dernière. Il faut le reconnaître, Marc VDS, ils n'étaient pas au niveau. Après, il a eu beaucoup de mal lui, avec les pneus Pirelli, par exemple. Ouais. Donc là, peut-être cette année avec un an de Pirelli, enfin connaissance des Pirelli, mais bon, il arrive dans une équipe qui est nouvelle, on va dire, dans la catégorie. À voir, mais bon, un Arbolino, si on retrouve le Arbolino d'il y a 2-3 saisons, c'est quand même, on est obligé de le citer dans les favoris. Hein. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Non, mais pour moi, tu le mettrais, vu sa saison 2024, je le mettrais dans un outsider. C'est-à-dire que je l'attends pas à ce niveau-là. Ah bah oui. Mais potentiellement, il peut me donner tort. Là, dans les favoris que tu as cités, moi, je vois que Canet, éventuellement Gonzalez. C'est de là, quoi. Les autres, c'est plutôt des. Ouais, ils ont. On sait qu'ils sont capables de gagner. Ils savent gagner, ils savent être rapides. Mais ils sont aussi capables de terminer 20ème 3 courses dessus. Exactement. C'est un peu leur problème. Et là, on va passer à la catégorie que tu as nommée les outsiders. Donc, c'est des pilotes qui ont du potentiel, mais qui doivent vraiment mettre un peu plus de choses bout à bout pour jouer le titre. Ouais, alors déjà, David Alonso, on est obligé de le citer parce que vu sa saison 2024 en Moto 3, tout le monde va l'attendre, tout le monde va le regarder. Maintenant, en tant que rookie, c'est dur. Voilà, est-ce qu'on doit le mettre dans les favoris? C'est sûr, on va le comparer par rapport à un Costa qui aurait pu remporter le titre lors de sa saison rookie. Quand on a eu aussi, alors maintenant ça remonte à plusieurs saisons, mais des pilotes qui étaient arrivés en Moto 2 qui ont tout de suite joué devant, donc les Joan Mir, les Alex Rins, Maverick Viñales, des pilotes qui n'ont fait qu'un an en Moto 2 pour ensuite aller en Moto GP. David Alonso, on l'attend comme ça, on l'attend à ce niveau-là. Maintenant, faut pas le mettre trop vite tout en haut, j'ai envie de dire, faudra pas, si ses premières courses sont moyennes, faudra pas dire, le mec c'est un fiasco. Mais j'ai envie de dire, on est obligé de le mettre quand même dans les outsiders. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais. Ouais, j'ai pas envie de dire de mal, j'en ai tellement dit. Voilà, ça sera tout. Non, j'y crois plus trop, Après, c'est les Sinovietti. Bon. Est-ce qu'on peut dire du bien ou du mal? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fait encore là, ce garçon? C'est pire. Ophélie va être contente, mais non, mais le problème de Vietti, ça fait quoi, 3-4 saisons, il peut terminer premier comme 15e toutes les courses. Il sait pas ce qu'il fait là, même lui, il sait pas pourquoi il gagne, pourquoi il termine 15e. Bah tu t'as tout dit, il sait pas pourquoi il gagne ou il termine 15e. Et tu peux pas rouler en championnat du monde. Je sais plus quel âge il a, mais c'est plus il a 23 ans au final, c'est pas dans la catégorie aujourd'hui quand même,
Et c'est un des jeunes malgré tout, hein. C'est quand même un des jeunes, donc. Ouais, mais du coup ça doit faire. Enfin, c'est un des jeunes, je suis d'accord, mais en gros, il a l'âge suffisant, la maturité normalement pour Ah bah comprendre là un peu oui. ce qu'il fait sur une moto, quoi. Là c'est ça va être sa 5e saison, en Moto 2. Là maintenant il doit vraiment jouer le titre, hein. Mais bon, après on sait qu'il est capable de gagner n'importe quand. Mais bon, il a un problème de régularité, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, un Denison Chu aussi, qui, lui, j'ai envie de croire en lui. Alors peut-être pas pour le titre, mais j'ai envie de le voir aussi dans le top 5, top 6 du championnat, parce que début de saison dernière très difficile, blessé l'été dernier, et dès qu'il est revenu, en fait, il a bien progressé. Il est monté sur un podium. Donc, j'ai envie de dire, s'il continue sur sa lancée, Honshu, il doit jouer régulièrement le top 10 et de temps en temps les top 5, les podiums. Ouais, alors là je suis totalement d'accord pour Honshu. J'ai bon espoir qu'il fasse encore mieux cette saison après son année de rookie correct. Voilà, lui il est en progression, donc on attend en fait qu'il continue sur sa lancée et qu'il continue à progresser. Puis le dernier outsider, là c'est pareil, c'est comme Vietti, bon, je me sens un peu obligé de le mettre, c'est Joe Roberts. Toujours inconstant, lui aussi il est capable de gagner, terminer 15e la course suivante. Mais bon, la saison dernière, je sais plus combien il termine du championnat, il doit terminer 9e du championnat, sachant qu'il rate quand même 5 courses sur la saison. Les 4 dernières courses de la saison, plus une course à Seine. Donc, 9e du championnat en ratant un quart du championnat, il est quand même pas mauvais aussi. Mais j'ai du mal à le voir champion, quoi. Ouais, j'ai beaucoup de mal à le voir champion. On pense tous pareil, hein, c'est un pilote qui a raté le coche comme d'autres, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils montent des choses. Il y a eu un moment où il avait peut-être une demi-occasion de passer en MotoGP. Pour lui, c'était un peu plus concret que d'autres. Pour des raisons X ou Y, ça l'a pas fait. Et derrière, ça ne progressera plus. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire qu'il mérite pas sa place en Moto 2. Ça veut juste dire que pour moi, il est à son niveau et il aura du mal à faire plus que ça. D'accord. Pour moi, il ira pas plus haut. Tout ce qu'on voit là depuis 3 ans, c'est son niveau maximum. Et puis voilà, c'est un bon pilote de Moto 2, top 10, mais pas gagner de temps en temps, mais voilà, il sera jamais champion MotoGP. Alors là, faut le noter parce que s'il le devient... Ouais, alors bon, je prends quand même pas énormément de risques, hein, déjà quand on voit son âge, parce qu'aujourd'hui, Robert, il a 28 ans. Bon, est-ce que t'as déjà beaucoup de pilotes maintenant qui vont arriver en MotoGP à 28 ans, quand t'as un David Alonso qui a 20 ans? Non. Ah, si t'as le choix, même si c'est un Espagnol et puis qu'il est américain, bon, c'est bien d'avoir un Américain. Ouais, bon. Il y a quand même peu de chance, hein, de le voir champion du monde. Et puis ensuite, pour terminer, les pilotes, un peu les grosses cotes comme tout à l'heure en Moto 3. Donc là, on a pas mal de pilotes aussi. Les rookies Olgado, Weyer. Donc eux, ils sont quand même un peu moins attendus qu'Alonso, parce que bon, Alonso a tellement dominé la saison dernière. Maintenant, ce sont 2 pilotes qui dès qu'ils sont arrivés en Moto 3 en championnat du monde, ils ont rapidement été devant. Ils ont rapidement fait des podiums, joué les victoires. Donc peut-être qu'ils vont bien s'adapter aussi à la catégorie Moto 2 et ils peuvent rapidement aussi se retrouver dans les top 10. Mais après, ils peuvent très bien aussi faire comme un Denison Ju la saison dernière, en début de saison, terminer 25e, comme les rookies de la saison dernière, hein, que ce soit Masia, Sasaki, qui n'ont rien fait de la saison. On verra bien, mais c'est vrai que pour eux, on peut quand même les attendre. Pareil, on va attendre d'eux qu'ils progressent tout au long de la saison. Tout à fait. Après, je parlais de Jogo Moreira aussi, qui a fait une bonne fin de saison en 2024. Oui. Il pourrait, s'il continue sur sa lancée, il pourrait réussir à progresser, à jouer les podiums. La dernière course de la saison, il me semble qu'il a fait podium. Il a fait 3e derrière Ogura, devant Ogura, juste devant Ogura dans le dernier tour. Donc
Ouais, Morera, pareil, il a fini Rookie of the Year l'an dernier. Sur la deuxième partie de saison, il était vraiment bon, donc voilà, top 10 championnat, ça peut être bien pour lui. On avait aussi Senna Adjus, qui est un jeune pilote australien, ouais, qui est très rapide. J'ai envie de le comparer un peu à un Ferminal Deguer, jeune pilote qui arrive du championnat d'Europe Moto 2. La saison dernière, bon, il a fait un peu de job en Australie à la maison. Lui, c'est pareil, bon, il est souvent par terre, il est souvent en dehors des points, mais quand allez, une course sur 3, une course sur 4, il fait 6e, 7e. Donc ouais. ça veut bien dire qu'il a quand même quelque chose, qu'il est quand même talentueux, quoi. Donc Non, mais l'année dernière, c'était un des gros, comme tu dis, une surprise, mais au-delà de ça, donc un rookie, un très bon rookie. Donc clairement, à suivre sa progression cette année. Potentiellement, s'il a la bonne trajectoire, il pourra éventuellement, alors je m'avance, hein, mais s'il poursuit une progression constante, on va dire, peut-être qu'en du coup l'année prochaine, en 2026, s'il reste dans la catégorie, il pourra viser le titre, mais ce sera encore une saison là où il doit progresser, être tout le temps dans le top 10, faire plus de podiums, voire accrocher quelques victoires, et il serait sur la bonne voie, mais en tout cas très talentueux le garçon. ouais, bah là il va avoir 20 ans cette année. Je sais pas si c'est pas le plus jeune de la catégorie. T'as peut-être David Alonso qui est plus jeune, mais Oui. voilà, mais sinon c'est un des 3 plus jeunes de la catégorie. Donc après, bon, c'est vrai que t'en as certains à 20 ans, ils étaient déjà en MotoGP à jouer les podiums et les victoires, les pole positions comme Quartararo ou Acosta, mais enfin, eux, ce sont quand même des phénomènes. Donc Cassius, ouais, j'attends quand même de le voir régulièrement dans le top 10 et pourquoi pas nous claquer une ou deux victoires dans la saison. Et puis après, qui est-ce qu'on peut citer? Bah, allez, Albert Arenas. Bon, voilà. Allez, Ouais, voilà. voilà. On va dire, la saison dernière, il avait été pas trop mauvais en début de saison. Mais après, bon, en fait, il a pas progressé. Et puis, il ne progresse pas depuis 3 ans. Donc, je vois pas pourquoi cette année, il serait meilleur et il jouerait le titre. Mais, pareil, on sait jamais. Sur un malentendu. Ouais, Ouais, sur un gros malentendu, mais bon, après, ça fait partie du jeu, hein, des fois on est surpris. Hein. ouais, non, mais c'est pour ça. Après, déjà son titre en Moto 3, hein, ça avait été une surprise. Donc bon, après, bon, c'était Covid, tout ça, mais bon, oui, Arenas, faudrait quand même qu'il progresse, qu'il arrive à être plus régulier dans le top 10, et ce serait déjà bien pour lui. Et puis le dernier pilote, je sais pas du tout quoi en penser, c'est Izan Guevara. Quand il est arrivé en Moto 3, quand même, bah, très talentueux. Déjà avant d'arriver en mondial, il gagnait tout dans les petites catégories. Il arrive en Moto 3, bon bah il joue pas le titre, mais il gagne notamment une victoire. La saison d'après, il est champion du monde. Et puis alors là, c'est 2 saisons Moto 2, mais une catastrophe. Enfin, au moins sa première saison Moto 2, une catastrophe. Fin de saison dernière, il a progressé. Faut quand même reconnaître qu'il a progressé. Il a terminé, il me semble, qu'il a fait un podium en Malaisie. Voilà, il avait fait des top 10, mais bon, il termine 17e du championnat, quoi. Donc, en fait, lui, j'ai envie de dire, on sait qu'il a du talent. Maintenant, c'est dans la tête. S'il en vise vraiment, voilà, C'est compliqué. Hein. Pour moi, c'est vraiment dans la tête. Il a Ouais. tout pour. Il a aussi l'équipe, quand même. L'équipe Pramac, la Bosco Scuro. Même s'il va devoir s'adapter à cette moto, mais honnêtement, avec ce qu'il avait montré on a été champion du monde Moto 3, on est obligé de croire encore en lui, c'est obligé. Lui, c'est pareil, il est encore jeune, hein, il est pareil, il va avoir 20 ans cette année, donc 21 ans, donc on est obligé de croire en lui. Mais bon, il joue peut-être sa dernière carte aussi. Exactement. En parlant, ça me fait faire un point assez intéressant entre un autre gros talent qu'on attendait en Moto 2 et qui a fait flop et qui disparaît de la catégorie. Jaume Macia s'en va. Après une saison catastrophique. Ouais, bah saison, ouais, comme tu dis, catastrophique. Alors déjà, bon, lui, pareil, c'était l'équipe, quand il est arrivé, honnêtement, lui, je le voyais sauter en cours de saison dernière. Bon, finalement, c'est son coéquipier Ben Snyder qui avait sauté. C'est une équipe, toutes les années, il y avait enfin, c'était compliqué dans cette équipe.
avec les pilotes. Massa, il a pas réussi à s'adapter à la Moto 2. Il a marqué des points à 3 reprises. Il n'a jamais fait mieux que 13e. C'était une catastrophe complète. Je pense que rapidement, en fait, il a baissé les bras malgré tout. Hein. Après, c'est pas facile quand t'es champion du monde en titre Moto 3. T'arrives même pas à terminer mieux que 25e sur 26. Bon. Les seuls que t'arrives à battre, c'est Eskrig et Artigas qui sont sur des forwards qui avancent pas et qui sont simplement pas bons. Donc ouais, c'est sûr que pour lui c'était pas facile. Là, il va rebondir en super sport sur une Ducati, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que lui, 24 ans maintenant, ouais, il est resté longtemps en Moto 3. En fait, s'il voulait continuer, il fallait d'entrer une bonne saison en Moto 2. Ça n'a pas été le cas. Et là, je pense qu'on va le voir pendant 2-3 saisons en super sport, et puis après, ciao. Ouais, mais c'est quand même un parcours assez étonnant. C'est pas le seul. On se souvient d'Ala Porta ou Danny Kent, des pilotes passés par Léopard, titrés, et qui performent pas en Moto 2. Après, voilà, c'est pas que les champions Léopard qui se cassent les dents en Moto 2, mais que ça soit aussi rapide le downfall, j'ai envie de dire. C'est quand même. Après, on peut espérer pour lui que ça soit un peu comme un Boulega. Oui. Qui en Moto 2 quand même c'était pas bon. Il a quand même fait 2 ou 3 saisons. En super sport il est arrivé champion du monde. Alors après il était directement dans l'équipe officielle Ducati, c'était déjà plus simple que Massia qui se retrouve sur une Ducati privée. Mais bon, on a eu aussi des Baldassari, des Aegerter, des Cortese aussi qui sont arrivés un peu en super sport et qui ont réussi quand même à se relancer. Donc pour Massia, ça serait bien quand même qu'il arrive à se relancer parce que c'est quand même un bon pilote, hein, parce qu'en moto 3, il lui arrivait toujours quelque chose. Enfin, il était pas très régulier, mais toutes les saisons, il jouait quand même régulièrement les podiums à toutes les courses. Donc là, il est quand même talentueux. Donc, il devrait quand même en super sport réussir à jouer devant. Mais bon, si ça se passe mal, il donne quand même pas cher de sa peau pour le futur. Je suis assez d'accord avec ça. Et donc, pour continuer un peu la liste des sortants de la catégorie, puisqu'on ne l'a pas fait, donc on a forcément Ayogura, Fermin Aldeguer et Somket Chantra qui s'en vont en MotoGP. Denis Foggia, on l'a dit, il redescend en Moto 3. En World Super Sport, pour compléter Jomé Massia, on a Xavi Cardelus, Jeremy Alcoba et Boben Schneider. Daniel Munoz s'en va en Junior GP Moto 2. Et Xavier Artigas s'en va, lui, dans un championnat pas assez connu. Il s'en va en CIV Superbike avec le nouveau projet Bimota de Kawasaki. Ouais, surprenant ça, Artigas qui va en championnat italien. Ça sent un peu vraiment la proposition pour dire de rouler. Minute, hein. Pour dire de rouler. Et puis, mais bon, après, tu peux te retrouver aussi un peu pilote test pour la Kawa Bimota en Superbike. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, derrière, tu sais jamais, hein, t'as un pilote qui se blesse, un Love se blesse, ou un Bassami se blesse, et allez, faut mettre quelqu'un, on met Artigas. Donc après, ça peut être, vu la saison dernière qu'il a fait en Moto 2, c'est pas si mal au final de se retrouver peut-être pilote essayeur de Bimota Kawa. Puis après, en super sport, t'as parlé là de Boben Schneider, qui a terminé la saison en super sport et qui a joué les victoires tout de suite dès qu'il est arrivé dans la catégorie. Donc lui, il sera à suivre et il pourrait jouer le titre en super sport. Tout à fait. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du Moto 2 et donc le tour de cet épisode pour introduire les petites catégories, la catégorie électrique. Est-ce que on a un mot à rajouter sur ça? Moi, clairement, champion du monde Moto 2 2025, hein, je place Canet et en Moto 3, je mets une pièce sur Rueda de mon côté. Ouais, alors Moto 3, ouais, j'ai envie de dire comme toi, Rueda. Ouais, j'hésite entre Rueda et Piqueras, mais je vois bien quand même Rueda. Puis en Moto 2, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Si je dois citer un nom, allez, pour pas dire comme toi, je vais dire peut-être Arbolino. Intéressant. Ben écoute, je pense qu'on a été assez complet et on fera un autre épisode
pour le MotoGP, pour la catégorie Rennes, pour lancer cette saison 2025. Je te remercie Thibaut, je te dis bonne soirée. Merci à toi et puis à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.